Pour passer de l'autre côté du terrain, donc l'attaque de Dallas contre la défense de Boston, qu'est-ce que Dallas a fait de bien ou de pas bien? Qu'est-ce que Boston a fait de bien ou de pas bien? Je t'en prie. Bah, en vrai, moi, ce que j'ai trouvé l'attaque assez stagnante du côté de Dallas, et j'ai trouvé que ils utilisaient pas assez un spacing que j'appellerais horizontal, mais je sais pas si c'est le bon mot. Mais en gros, de faire des high pick and roll et de commencer les actions beaucoup plus haut, parce qu'en réalité, vu que Boston respecte pas les shooters, en fait, Boston respecte que Kyrie et Doncic dans cette attaque. Donc je me demande à quel point, vu que c'est impossible d'étirer la défense un petit peu sur les côtés, tu vois, pour étirer le spacing en gros sur les côtés vers les corners, avec seulement Kyrie et Doncic, à quel point t'aurais pas pu les tirer en hauteur en faisant commencer les actions à la ligne médiane, en sachant que Doncic, t'as plutôt tendance à le défendre dès qu'il passe la moitié de terrain. Ouais. Et surtout que t'as des poseurs d'écran qui sont très rapides, là où les intérieurs de Boston sont quand même assez lents, entre guillemets, comparé en tout cas à ceux de Dallas. Et j'ai trouvé que côté Dallas, ouais, ça a manqué de rapidité et de spacing du coup horizontal. Je sais pas si c'est un terme valide scientifiquement parlant, mais c'est un peu l'idée que je trouve qu'a manqué en termes de diversité, parce que en réalité sur demi-terrain, en fait, déjà, ils n'ont pas assez fait de transition selon moi. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas réussi à se créer assez de transition. Et du coup, sur demi-terrain, si tu attaques quasiment juste derrière la ligne à 3 points, Boston, bah, juste contracter l'attaque autour de Doncic assez pour le gêner au scoring, mais pas assez pour lui offrir des zones de passe très faciles, en fait. Il y avait un peu ce truc-là, trouver l'équilibre entre complètement bloquer Doncic et ouvrir totalement les autres. Et je trouve que Boston a bien justement gérer ce spacing-là défensivement. Mais je trouve que Dallas a pas assez utilisé d'outils pour étirer la défense ou alors la prendre de vitesse. Et Boston a encore sur ces playoffs, c'est la meilleure défense en termes de fréquence de transition. Et je trouve que Dallas a pas du tout essayé de contrecarrer ça défensivement. Et le rebond offensif, je trouve que ça a un peu manqué aussi du côté de Dallas. Alors que Boston est bon dans ce domaine-là, mais je sais pas à quel point ils sont bons juste parce que c'est une bonne défense, tu vois. Oui, puis surtout, il y a plein de switch dans cette défense, donc il y a des match-up à attaquer au rebond, Ouais, donc on aurait pu ouais. imaginer voir plus, quoi. Bah, totalement. Et surtout que sans Porzingis, t'as plus vraiment de protecteur de cercle, parce que du coup, t'as que du switch all. Et je trouve que cette défense de Boston était friable et avait aussi comment ça s'appelle, des choses que tu peux attaquer. Et en réalité, je trouve qu'il y a des fois, ils ont pas assez attaqué les points faibles. Moi, je pense que Pritchard, il aurait pas pu rester autant de temps il a passé beaucoup moins de temps que d'habitude sur le terrain. Mais je trouve qu'il aurait dû être attaqué directement. Et je pense que Porzingis a pas été assez attaqué aussi, alors qu'il a joué beaucoup de fois blessé, enfin, il a quasiment été tout le temps blessé. En réalité, il bougeait même pas très bien le game 1 et 2. Et je trouve que ouais, Dallas a manqué un petit peu je sais pas, de perspicacité dans son attaque des faiblesses de Boston. Bah, pour le rebond, c'est vrai que c'est un peu dommage, et en même temps, à quel point est-ce que c'est pas aussi, alors peut-être la compétence en un sens de Boston de protéger le rebond, à quel point c'est pas aussi comment dire, l'effet de la transition en fait, et de à quel point est-ce que justement Boston est tellement bon en transition, en contre-attaque offensive, que finalement, tu vois, il y a un peu ce truc de mais non, mais il faut pas, on se projette pas en transition parce qu'il faut aller protéger le rebond. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est parfois tu es tellement bon en transition que l'adversaire n'attaque même pas le rebond offensif. Et je me demande à quel point il n'y a pas aussi un aspect de ça, parce que en effet, Boston se projette tellement bien que peut-être que Dallas n'a pas envoyé comme d'habitude 2, 3, 4 mecs sur des rebonds, parce que sinon après tu le payes trop, quoi. Donc il y a cet aspect-là un peu dissuasif de la transition offensive par rapport au rebond offensive de Dallas. J'espère que vous arrivez à suivre, excusez-moi. Sur la contre-attaque de Dallas cette fois-ci, la défense de Boston, c'est vrai que c'est pas ça, là encore ça se voit pas beaucoup, mais si vous ralentissez un peu les images, si vous allez voir, en fait il y a toujours généralement il y a des espèces de prises à deux, ou en tout cas des murs qui se forment autour de Doncic assez rapidement. Donc
je pense qu'il y a une partie de Doncic et de Dallas qui aurait pu plus accélérer, mais même il y a des fois où, tu vois, il y avait même une tactique assez simple de blitz to switch, du genre, au début de la contre-attaque, c'est White, c'est le plus petit Derek White qui est sur Doncic, donc a priori, Doncic va pouvoir accélérer et même l'enfoncer jusqu'au panier. En fait, non, t'as un blitz qui arrive de la part de Jrue Holiday, donc prise à deux momentanée au niveau de la ligne médiane, et puis, comme ça permet à White de partir, quoi, de partir sur quelqu'un d'autre, et donc, c'est Jrue Holiday qui arrive à non seulement à faire un mur et en plus à prendre le match-up. Bref, donc plein de petits trucs comme ça. Là encore, hein, c'est du coaching, je pense, cette transition, cette contre-attaque défensive de la part de Boston. Après, c'est vrai que plus généralement sur l'attaque, je pense qu'il y a un point central qui est qu'on n'a pas eu un bon Kyrie, on n'a pas eu un bon Doncic du tout. Ça c'est sûr. Et que voilà, on va discuter un peu de ce qui s'est passé d'un point de vue tactique, mais ça aurait aussi aidé d'avoir un Doncic et un Kyrie en grande forme. On l'a pas eu, et en plus, de surcroît, on n'a pas eu non plus un supporting cast qui mettait ses 3 points comme sur les séries d'avant. Donc, ben voilà, c'est quand même un combo, les deux en même temps, c'est un combo qui pardonne pas, quoi. Ah bah, après, j'avoue que les 3 points de Dallas, je m'attendais à que ça rentre pas trop, parce qu'en plus, ils ont pas réussi à prendre ce qu'ils voulaient. L'attaque de Dallas, arrivée dans la série, l'attaque de Dallas prenait 13% de ses tirs à 3 points, de ses tirs, je veux dire, dans les corners. Ce qui est du coup le plus gros volume en NBA arrivé dans les playoffs, et même en saison régulière. Dallas était l'équipe qui prenait le plus de tirs dans les corners de NBA. Et en fait, premier match, c'est assez catastrophique. Je crois qu'ils en prennent un. Ils prennent 2% de leurs tirs dans le game 1 dans les corners, et la fréquence dépassera jamais 7% des tirs dans le corner. Donc déjà, t'as ce truc-là de la réussite à 3 points, c'est casser la gueule, parce que schématiquement, Boston a réussi à retirer ces tirs-là, et en plus les alley-oops, en faisant venir souvent les défenseurs du côté faible directement dans la raquette pour pouvoir avoir l'intérieur qui gêne, en fait, qui box out sur le alley-oop. Donc t'as un peu ce truc-là le supporting cast a pas forcément été à la hauteur, mais on n'a pas donné au supporting cast les outils pour être à la hauteur. Et je pense que la série de Kyrie est un peu le problème, disons, individuel et difficile à prévoir, parce que en réalité, je crois que sur les 2 premiers matchs, il prend genre que 3 points et il en met 0, en fait, je crois. Et pourtant, c'est lui qui est censé être un peu le seul joueur capable d'apporter un peu du spacing, et surtout moi j'ai vu dans les chiffres de play-by-play depuis l'arrivée de Kyrie, l'attaque de Dallas, elle marche pas très très bien quand Doncic est sur le terrain sans Kyrie. Et je pense que du coup, d'avoir un Kyrie qui est assez mauvais, tu perds aussi de cette synergie un peu collective, de vraiment rouler sur tes adversaires quand les deux sont sur le terrain offensivement. Et du coup, tu te retrouves avec une mauvaise fréquence dans les corners, là où tu préfères prendre les tirs habituellement, parce que tu as peu de joueurs à 3 points qui peuvent mettre qui peuvent être respectés above the break pour les prendre les tirs à 3 points. Et du coup, tu es forcé sur du mi-distance, et t'as pas eu trop l'opportunité d'aller au cercle non plus. Donc assez difficile, je trouve, la série de Dallas. Mais après, moi je me pose la question, est-ce que même Dallas avait les armes pour faire une bonne série offensive contre Boston? Mais après, je pense que là-dessus, il faut commencer par là, mais effectivement, en fait, Boston a gagné un peu la guerre des match-up, et donc ça a permis de totalement de transformer l'attaque de Dallas et de la priver de ce qui faisait sa force, c'est-à-dire le pick and roll, le fameux pick and roll qui a réponse à tout, et qui notamment a fait tant de mal sur les tours d'avant, et contre Minnesota notamment. Mais là, on l'avait dit en preview, hein, Boston peut dicter un peu ce jeu peut dicter l'attaque, notamment de par les match-up. Et donc, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est mettre les gros, non pas sur le gros adverse, mais sur un petit. Donc comme ça, tu poses à Dallas le dilemme de est-ce que tu vas cibler Horford ou Porzingis, mais tu le fais avec donc un petit, Derrick Jones Jr. par exemple, qui n'a pas trop le pick and pop pour punir en cas de 2 contre 1 sur le ballon, qui n'a pas la verticalité pour plonger dans le dos au alley-oop. Donc voilà. Soit sinon, tu vas cibler, enfin tu prends un partenaire de pick and roll qui est Lively ou Gafford, ok, mais qui est défendu par Tatum. Donc ça switch automatiquement, et donc pas de alley-oop non plus, pas de décalage. Donc c'est un peu là-dessus où je pense qu'il faut commencer, parce que c'est Mazzulla et Boston qui a totalement dicté ça, dicté les match-up, et donc empêché ce fameux pick and roll Doncic plus ses pivots de se dérouler normalement, en fait. Pour moi, ça a été la base de tout. Ce qui fait que, en effet, Dallas et Doncic ont dû aller chercher ailleurs, parce qu'il n'y avait pas ce pick and roll.
Et en effet, là-dessus, c'est vrai que bon, il n'a pas été en forme, mais comme tu dis, peut-être en termes de créativité tactique de Jason Kidd, ça n'a pas été top. En termes d'organisation du terrain, notamment le début de série est assez décevant. Ça va mieux par la suite, où on remet finalement soit dans le corner, soit sur l'aile, Irving. Comme ça, c'est le meilleur shooter. Comme ça empêche de venir aider. Donc des petites trucs et astuces comme ça qu'on a décortiqué en vidéo si ça vous intéresse, qu'on en a déjà parlé. Hein. Il avait déjà fait ça aussi contre les Wolves. Plein de trucs comme ça. Le one for flat, qu'est-ce que c'est tu mets 4 en bas et 1 en haut, donc forcément l'accès au panier est bouché, mais au moins ça libère toute la tête de raquette pour une isolation pour Doncic face à Hauser. Voilà, il y a des petits trucs qui sont arrivés par-ci par-là, notamment le match 4 qu'ils ont gagné. Il déroule un plan de jeu qui est fabuleux en termes d'organisation du terrain, etc. Et sauf qu'en fait, ça n'a pas suffi. Et l'ajustement match 5, qui a été pour moi un coup de poker un peu risqué, mais qui est passé, c'est de dire, finalement, on va être plus agressif, quoi. Et autant, si ça avait duré jusqu'à un match 7, peut-être qu'il y aurait eu ajustement, et donc ils auraient souffert sans doute, mais tu vois là, de commencer avec Al Horford à ne pas faire des switches, mais à faire des prises à deux, en se disant, on fait une prise à deux sur Doncic, et puis ensuite, ça libère un mec, mais ce mec-là, c'est un non-shooter, ou alors c'est un mec qui peut pas rouler au panier, plus on fait venir quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça a un peu un coup de poker. On a eu aussi le fait que Jrue Holiday commençait à ne plus respecter sur l'aile Kyrie, alors que c'était l'atout de base, hein, de dire c'est un bon shooter, donc on peut pas l'abandonner pour boucher l'espace. Ben là, si, Jrue Holiday commençait un peu à abandonner Kyrie, donc plus agressif sur les stuns, plus agressif aussi en termes de positionnement, un peu free safety parfois de Holiday qui se baladait dans la raquette, qui t'a abandonné des mecs côté faible. Mais voilà, parce que les mecs côté faible, ils ont pas le shoot. Et puis je sais plus, j'en avais un autre en tête, mais c'est pas très grave. Mais voilà, il y avait un peu le pressing aussi, le pressing qui a été accentué match 5 avec un Jaylen Brown qu'on fait presser très haut, et donc on le prive d'avoir le ballon. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que ça a tardé à venir, cette bonne organisation du terrain, pour aérer, pour les isolations, pour les trucs comme ça. Tu vois, ils ont aussi fait pas mal d'actions sur le côté, des side pick and roll ou side isolation pour un peu se libérer de l'espace et driver tranquillement. Mais ça a disparu aussi au match 5 parce que pressing, parce que Jaylen Brown qu'empêche Doncic d'arriver sur ses spots tranquillement ou d'avoir la balle, tout simplement. Beaucoup de turnovers évitables aussi de la part de Dallas, je trouve, ça a été dommage. Bref, au final, je pense que ce coup de poker est passé. Je pense que s'il y avait eu un match 6 ou 7, peut-être qu'on aurait dit attends, vu que Horford ne switche pas, on va mettre un tel, on va s'organiser. Mais là, c'est passé, donc tant mieux. Et au global, j'ai trouvé que en fait, tout le monde a été un peu décevant. Autant le supporting cast, t'as pas mis ses 3 points, même si, comme tu dis, c'était pas dans les corners. Doncic, Irving n'ont pas été bons. Tactiquement, ça n'a pas été top non plus. Donc, difficile de gagner, quoi. Ouais, clairement. Mais après, le scoring de Doncic, je m'attendais un peu à ça parce que sur les playoffs, tu sens qu'il n'est pas à 100%. Et son scoring s'est vraiment cassé la gueule quand tu regardes en termes d'efficacité. Et même, il a baissé en volume de la saison régulière au playoff. Il a baissé aussi en efficacité. Mais je m'attendais pas à ce que tout le reste soit aussi problématique en fait pour Dallas. Et puis en fait, c'est là aussi où tu te rends compte que autant Boston a un énorme volume à 3 points et ça peut leur revenir un peu dans la gueule si ici ils rentrent pas leurs 3 points. Mais en fait, Dallas a très peu de shooters un peu à haut volume et à haute réussite. Il y a que Kyrie, quoi, qui est vraiment une menace. Et en plus, si tu le mets dans le corner opposé, c'est vrai que du coup, tu peux étirer la défense, mais tu as aussi le truc que le ballon qui traverse le terrain de Doncic au côté opposé pour Kyrie met du temps à traverser le terrain tout simplement, et tu peux te replacer aussi défensivement, surtout si tu as des joueurs comme Derek White et Jrue Holiday qui sont un petit peu en roamer, mais pas proche du cercle plutôt, et comme tu dis, en safety un peu, qui zone dans la défense. Et de toute façon, l'utilisation de Jrue Holiday est quand même quand même assez dingue, quoi. Genre, le rôle qu'il a à Boston comparé à celui de Milwaukee, je veux dire, c'est le même joueur, mais il est tellement mieux dans ce rôle-là. C'est tellement... alors, c'est sûr que statistiquement parlant, ça fait peut-être un peu moins rêver sur des stats bruts, mais sur des stats d'efficacité et des stats d'impact, c'est assez incroyable. Et du coup, il y a beaucoup moins de déchets. Moi, je trouvais justement c'était un joueur qui avait quand même pas mal de déchets avant. Là, c'est très très propre quand même ce qu'il propose. Et son utilisation offensive et défensive est vraiment remarquable. Le truc en plus, c'est que pour Dallas, ils n'ont pas eu de réussite au niveau Ouais. au niveau des rotations, parce que je pense qu'un Tim Hardaway Jr. aurait pu faire du bien avec son tir,
Mais sauf que on va même pas parler de la défense, hein. C'est juste que Sedi rentrait pas. Il y a rien qui est rentré pour Tim Hardaway. Donc il y a même pas eu ce truc. Alors il a utilisé un match, je crois, et ça a été catastrophique. Match 3 de mémoire, mais bref. Ouais, match 3, ouais. Et encore, il a utilisé, et même sans mettre de shoot, il y avait quand même cette menace dans les corners sur l'aile qui était pas mal, mais bon bref. Mais voilà, tu vois, Tim Hardaway aurait pu faire du bien, sortir un peu de sa boîte. Jaden Hardy aussi aurait pu faire du bien, parce que lui c'est un vrai shooter, un vrai bon shooter. Et sauf qu'en fait, on a vu que dès qu'il rentrait sur le terrain, il se faisait cibler, et puis bim bam boum, en 5 actions, 5 erreurs, merci au revoir, quoi. Et donc défensivement, c'est pas passé sur cette série, contrairement aux autres d'avant, mais en même temps, Boston, la capacité de Boston à cibler des mauvais défenseurs, c'est pas la même que Minnesota. Voilà. Et puis tu vois, pas Gafford, Kleber. Maxi Kleber, c'est censé être un shooter aussi, un poste 5 qui shoot. Bon, défensivement, il a été très bon. Offensivement, ça a été catastrophique, Maxi Kleber. Donc, en plus de tout, il n'y a même pas eu cette réussite tu sais, parfois, tu as un ou deux joueurs qui sortent du lot sur une série, qui te sauvent un peu un match ou deux. Parfois, c'est l'un, parfois, c'est l'autre. Là, non. Là, comme tu dis, le seul shooter, c'était Kyrie. Et donc, voilà, ça complique un peu la tâche, quoi, en termes de comment est-ce que tu peux organiser l'attaque pour libérer l'isolation pour Doncic. Bah ouais, tu peux mettre Kyrie sur l'aile et il va être respecté, mais ensuite les trois autres ils le sont pas, quoi. Donc ça c'est un peu dommage que t'aies pas eu plus de shooters. Et en même temps, je pense qu'il y avait aussi besoin de, tu vois, Josh Green, d'avoir Dante Exum, d'avoir des mecs comme ça en termes de rotation. Bah ouais, défensivement c'est ce qui marchait le mieux, on l'a vu. Les autres c'était trop mauvais en défense. Mais bon, voilà, du coup, il y avait ce compromis de ils sont pas top en attaque, quoi. Donc un peu dommage. Et puis voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Mais si, non, juste pour dire, tu sais, il y avait le match 1, Doncic a fait une assist, donc on est parti sur le délire ah mais tiens, Boston le laisse scorer un contre 1 et vient pas aider, et ça permet de couper son playmaking. Non, non, pas du tout. Dès le match 1, on l'avait décortiqué, on avait dit bah non. Et en fait, non, il y a des aides qui viennent, et c'est ça tout le problème, c'est que c'est pas un vrai 1 contre 1, parce que toi et moi, on avait fait des previews vidéo, même tous les deux, on avait montré sur les images que ben non, en fait en 1 contre 1, personne ne peut stopper Doncic en premier rideau, même pas Jrue Holiday, même pas Tatum, même pas Brown, même pas. Et sur les matchs de saison régulière, c'était il se faisait plaisir, quoi, et vraiment. Et sauf que là non, on n'a pas eu des vrais 1 contre 1, c'est ça le problème, c'est qu'on a eu des aides, on a eu des stunts, on a eu un terrain qui était bouché, on a eu des drives qui étaient tués dans l'œuf dès le début, dès la tête de raquette. Voilà, on a eu tout un système d'aide qui fait que ben non, c'est pas aussi caricatural qu'il a fait une assist, donc ça veut dire qu'on l'a laissé scorer, on lui a pas permis de faire du playmaking. Non, c'est juste qu'il n'y avait pas de shooter, donc on s'est permis de venir aider. Et puis voilà, quoi, ça fait au final une série qui est un peu bizarre pour Luka Doncic. Et en même temps, à quel point est-ce qu'on peut lui reprocher son shot making sur des tirs que d'habitude il met, ok. Et en même temps, voilà, s'il n'y a pas de shooter face à la meilleure défense de NBA en termes d'occupation de l'espace, bah c'est compliqué, quoi. Bah ouais, c'est exactement ça. Mais je pense que c'est là où on s'est rendu compte. Je pense que les gens se sont peut-être leurrés sur le supporting cast de Dallas suite aux victoires contre les Clippers, OKC, Minnesota, où ils ont vu un peu PJ Washington et Derrick Jones Jr. comme des bons, c'est des bons joueurs de basket, je remets pas ça en question, mais c'est des joueurs avec des défauts structurels, et j'ai un peu l'impression que les gens les avaient oubliés. Et sauf que, en fait, Boston est une équipe qui amplifie les défauts structurels d'une équipe. Et bah là, ça leur est revenu dans la gueule assez clairement. Moi, j'ai le rappel de Grayson Allen aussi. Je pense que c'était le joueur qui a le plus été, genre, victimisé par Boston, parce qu'ils étaient là, genre, ah bah super, on va pouvoir le faire rentrer. Ça va apporter du spacing pour Giannis. Et en fait, bah, tu le fais rentrer et tu te fais fumer derrière, parce que Boston adore ce genre de joueurs-là où ils arrivent à construire autour de ça. Et Boston est pas seulement une attaque qui profite des mismatchs, c'est aussi une défense qui profite des défauts structurels, quoi. Et du coup, je pense que Dallas en avait trop pour passer l'obstacle du Massachusetts. Après, c'est vrai qu'on est un peu plus proche de ce qu'on imaginait en saison régulière, on va dire, sur le rendement de ces role-players, mais en même temps, ils ont fait des playoffs où ils les mettaient les tirs. Oui. Donc, oui. Donc au bout d'un moment, tu dis bon ok, ça s'arrête quand, quoi. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Bon, ça s'est arrêté là. En effet, je pense qu'il y a un côté de toute façon, Boston les aurait pas respectés, mais t'aurais pu aussi avoir un scénario où ça rentrait un peu plus, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi un effet aléatoire, peut-être un retour de bâton, une normalisation, quoi. Tu sais, où c'est beaucoup rentré contre OKC et là il y a plus rien qui rentre, quoi. Donc c'était un peu dommage, mais tu vois, ça aussi, je suis un peu déçu. 2 points, j'étais un peu déçu tactiquement, c'est le peu de créativité finalement de Jason Kidd, parce que
ok, t'affrontes une défense en switch all, donc a priori, il n'y aura pas de décalage créé nulle part, mais ça n'empêche que tu aurais quand même pu faire des actions un peu complexes il y a toujours des erreurs dans des switches. En tout cas, tu peux les forcer, les erreurs, en termes de comment est-ce que tu relâches l'angle de l'écran après le switch ou ce genre de choses. Bon, tu aurais pu faire plus, et là, c'est vrai que c'est assez simpliste. J'ai pas aimé le fait qu'on n'ait pas beaucoup utilisé PJ Washington, parce que Boston jouait un peu avec ses match-ups, notamment en lui mettant Derrick White dessus. Et finalement, on l'a pas trop attaqué, quoi. On l'a pas trop attaqué frontalement Derrick White par PJ Washington, alors que Washington, voilà, il a pas de shoot, mais c'est quand même un poste 4 qui a un peu de ballon, qui est créateur, qui peut faire du driving kick, qui peut faire du post-up, qui peut faire des pick and roll entre gros. Donc ça, j'étais un peu déçu. Exactement. Non, mais même pas que short roll, je veux dire en création pure, tu vois, en initiateur. Ouais, mais je comprends, ouais. Mais je comprends totalement. Et tu vois, alors qu'ils ont utilisé Gafford pour attaquer Tatum parfois au post-up, genre. Oui. Moi, j'aurais peut-être pas fait Gafford Tatum, j'aurais plutôt fait PJ Washington, Derrick White, clairement. Et puis l'autre point, c'était pas non plus beaucoup de systèmes pour essayer de mettre en mouvement Doncic. Ce qui est un peu dommage parce que face à une défense quadrillée, tout était bien en place et donc moins d'espace. Mais tu vois, il y a des fois où dès qu'on le met un peu en mouvement, ça marche, quoi. Tu vois, il y a une match 5, il y a une get action qu'on n'a jamais vu de Doncic de faire des get action, et en même temps c'est pas son jeu, mais de pas prendre un pick and roll classiquement, de le négocier balle en main, mais je lance la balle vers l'avant, vers le poseur d'écran, je cours sans ballon, je viens le chercher. Ce qui fait qu'il y a un petit temps d'avance, parce que c'est plus facile de courir sans ballon qu'avec. Et donc Jalen Brown était en retard, et ça a libéré un alley-oop pour Derrick Jones Jr., tu vois, un truc comme ça. Ou alors des pick and roll à 2 écrans, où ensuite il est poseur d'écran, et puis lui-même il reçoit un écran, et donc il peut enchaîner sur un pick and roll, mais en étant déjà lancé. Bref, plein de petites actions comme ça qu'on a peut-être pas assez vu, pas assez de post-up, ça je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on fait pas plus de post-up avec Doncic alors que ça marche hyper bien. Et voilà, c'est toujours utilisé avec parcimonie, j'étais un peu déçu. Et puis oui, non. Niveau decision making, pour revenir sur le niveau général, j'ai pas trop aimé, quoi. J'ai pas trop aimé sa série, lui et Kyrie. Je trouve que en fait ils sont tombés pile dans le piège de Boston. Qu'est-ce que fait Boston? Ils switchent sur tous les écrans, notamment donc à Horford, à part le match 5, mais ça switch. Et ensuite, on demande à Horford de presser haut pour contester un éventuel pull-up. Et surtout, en étant haut, même si on est vulnérable au drive parce qu'on est trop haut, il y a une aide derrière, de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'a fait Doncic? Plutôt que d'attaquer sur drive, il est resté, il prenait le pull-up à 3 points. Mais sauf que Horford, il était prêt. Et donc, c'était pile le schéma, c'est le schéma voulu, quoi. C'est Horford qui switch et qui reste haut. Donc, le switch permet que 0 décalage sur l'écran. Et puis ensuite, Horford qui conteste le pull-up. Voilà, c'est pas un bon tir. Et c'est tout le problème aussi avec les Doncic et ce pull-up à 3 points qu'il aime bien, qu'il aime sans doute un peu trop. Voilà, moi c'est un peu mon problème, mais globalement je pense que le shot making, le decision making de Doncic et Irving n'a pas été top sur la série, donc c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment moyen d'avoir une belle série, mais ça passait aussi par des mecs en forme, notamment les, les acteurs principaux de Dallas, et ça n'a pas été le cas, donc c'est aussi pour ça que je pense que ça a été plié assez vite, quoi. Ouais, clairement. De toute façon, Luka, il est à 11 sur 45 à 3 points sur la série. Ouais. Et encore ça, il y en a 2-3 qu'il arrive à prendre justement au catch and shoot, donc à mon avis sur pull-up c'est assez mauvais. Et je trouve que même ils ont pas toujours choisi les bons mismatchs à attaquer, à aller chercher. Est-ce que Al Horford c'était vraiment celui que tu voulais aller chercher au final? Je me dis quand tu vois les playoffs d'Al Horford, faudrait peut-être mettre un petit mot là-dessus, mais alors moi j'étais vraiment, je pense, peut-être un des plus critiques sur son âge et ses playoffs de l'année dernière et même sa saison régulière où je me suis dit ouais c'est fini. Et waouh. Et vraiment, je pense que c'était pas le match-up à aller attaquer en fait. Pour Doncic, je pense que des intérieurs au final en NBA, c'était peut-être celui qui pouvait le mieux répondre. Et je pense que pour moi, un Derrick White ou même Sam Hauser, Pritchard, et ils ont quand même pas mal joué. Et même Porzingis aurait dû être bien plus attaqué. Et j'ai pas trouvé que Dallas avait joué ce jeu-là. Du switch all justement assez pour attaquer les bonnes match-up aux bons endroits. Disons que ça me dérange pas d'aller chercher Horford, mais ensuite pour l'attaquer sur drive en fait. Oui. Alors que pull-up, c'est bon, c'est pas, non, ça marche pas, quoi. Mais tu sais, pour dire, moi je crois que dans nos trophées du Basket Lab en avril, je l'avais évoqué dans les Bye Bye Player of the Year, tu sais, les mecs où c'est, non mais alors. Pas pour de vrai, mais sur les mentions honorables, je me disais, mais est-ce que finalement, Al Horford, bientôt, il va pas être dans cette catégorie, pas cette année, mais peut-être l'an prochain. Non, mais en effet, il sort d'une saison qui était pas rassurante, quoi. Et là, il a été fabuleux sur les switches. Donc, fabuleux. Donc voilà. Mais après, tu vois, pareil, Pritchard. Alors, je recommence. Xavier Tillman qui a joué parce que Porzingis était absent.
lui aussi il a plutôt très bien tenu sur ses switches. Modulo des bonnes actions de Dallas à un côté, on met un bon shooter à côté, donc ça kick out, etc. Mais il a plutôt bien tenu aussi, je trouve, globalement. Et même pour un Pritchard qui avait été victimisé en saison régulière, qu'est-ce qu'ils ont fait dès le match 1 de ces finales? En fait, ils faisaient un blitz. Donc dès qu'on avait Pritchard qui était isolé sur Doncic, ça faisait un blitz, et donc Derrick White qui arrivait, qui faisait une prise à deux, qui forçait Doncic à lâcher la balle, quoi. Donc même ça on n'a pas eu, on n'a pas eu ces points faciles, et on n'a pas eu du tout la même physionomie en finale qu'en saison régulière de Doncic qui se balade à peu près où il veut pour aller scorer où il veut, même face à des switches en fait. Donc c'est là-dessus où tu vois moi, en preview, j'avais dit, de toute façon, la clé de la série sera à quel point est-ce que Boston peut scorer, parce que de l'autre côté, de toute façon, Dallas va scorer. Donc, je me suis planté. Je me suis totalement planté parce que la série des Mavs, elle est catastrophique en attaque. Donc, mais oui, je me suis planté parce que le côté pick and roll qui sera pas là et le côté décalage sur pick and roll qui sera pas là, on pouvait s'en douter. Par contre, le point où ils ont gagné, c'est que, à mon avis, il n'y a pas eu tant que ça de vrai 1 contre 1, et donc ils ont limité les dégâts là-dessus, quoi. Parce que en saison, il pouvait scorer contre n'importe qui, là, ça n'a pas été le cas. Moi, je suis totalement d'accord, il y a eu très peu de 1 contre 1, et genre, je comprends que l'œil un peu fainéant puisse penser qu'il y ait du 1 contre 1, mais c'est parce qu'il faut regarder autre chose que juste le ballon. Et en réalité, quand tu vois un petit peu la gravité qu'a Luka Doncic off-ball, tu te rends bien compte que il attaque jamais en 1 contre 1. S'il avait attaqué en 1 contre 1, il serait pas à genre 1.08 points par tir tenté sur les finales. Il serait à 1.25. Parce que il y a... Attends, combien tu dis? 1,08 1,08, ouais, sur les finales. D'accord, donc plus que Jaylen Brown et Jayson Tatum, on est d'accord. Parce que j'ai cité le chiffre tout à l'heure, c'est 1,06 pour Jaylen Brown. Mais ok. Ouais, c'est ça. Mais c'est encore une fois, tu vois, le truc du MVP des finales, ça peut pas être un mec de l'équipe qui perd aussi, apparemment. T'es là, genre, c'est... Est-ce que l'année du décès de Jerry West, on n'aurait pas pu faire une exception? Je sais pas, parce que Jerry West est le seul qui l'avait été, tu sais. C'est vrai. Le premier de l'histoire. En tout cas, il a pas voulu aller au bout des finales cette fois. D'ailleurs, il y a un autre lien avec... ok, super. Il y a un autre lien avec ces finales, parce que c'est depuis ces finales 69, du coup, première fois qu'on a un coach aussi jeune, champion NBA, parce que c'est cette année-là que Bill Russell. Exactement. Mais j'aurais bien aimé que Mazzulla il se fasse rentrer un petit peu surprise la fin du match 5, il met le short, il se met au milieu d'une zone 1-3-1 là, et ça aurait été pas mal, ça aurait été marrant. Mais en tout cas, gros respect à Mazzulla sur les playoffs quand même. Tu sais qu'on a parlé de Amil Jefferson, donc le pote de Tatum à la fac, qui est aujourd'hui assistant coach. J'ai vu aussi passer ça, Joe Mazzulla qui s'était déclaré à la draft 2011 à l'époque. Non. Si, avec West Virginia, donc la draft avec Kyrie notamment, donc c'est un peu marrant. Ah ouais, c'est fou. Et Sam Cassell aussi qui gagne avec en tant 2008, que joueur de les 2 derniers titres de Boston, il y avait Sam Cassell dedans. Oui, et pareil Dallas, Jason Kidd 2011 ah mais non, merde, désolé. Ça marche pas du coup. ça marche pas. Non, bref, pour fermer la parenthèse Doncic, bon effectivement plus efficace, mais j'ai pas aimé ces finales non plus. Après, est-ce que c'était tout de même le meilleur joueur sur le terrain? Peut-être, mais voilà. Au-delà de le côté aléatoire parfois du tir ou tout ça, c'était pas parfait. Et en même temps, c'était pas parfait, mais ça aurait quand même pu passer avec un meilleur supporting cast, donc je sais pas trop où placer le curseur, quoi. C'est un peu compliqué, mais comme dit, on l'a assez détaillé, mais il y a peu de choses qui ont très bien marché, quoi. Même, t'en as parlé aussi tout à l'heure, mais même le côté bonus, rebond offensif, parfois, qui a pu aider Dallas contre OKC, ça on l'a pas eu, quoi. On n'a pas eu la transition. Le demi-terrain, ça a été compliqué, parce qu'aussi Boston a cette créativité et cette polyvalence défensive avec Joe Holiday, qui est utilisé très différemment. Enfin bref, tout était parfait. C'est comme dit aussi en preview, moi je pensais que je prenais Dallas, mais je pensais être la minorité, mais je voulais un peu miser sur le fait que voilà, grosse performance, le côté isolation, pick and roll, voilà, ça marche beaucoup. Et j'étais étonné de voir que c'était la majorité des avis, quoi, parce que pour moi sur le papier Boston est quand même assez supérieur, quoi. Et voilà, on a eu le scénario où Dallas, qui est l'outsider, a pas été bon, donc ça a été plié assez vite, quoi. Finalement, c'est un peu l'histoire de cette série, quoi, je trouve. Ouais, moi j'avais annoncé en 5 parce que j'avais peur de m'en prendre plein la gueule si j'annonçais en 4, mais pour moi Boston avait de quoi balayer la série, quoi. Donc bon, pour une fois que je me plante pas. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts.
À bientôt.